Bonjour à tous, j'enregistre cette courte vidéo de présentation de mon bureau où je suis confiné depuis 5 jours maintenant. Euh, Elle concerne un document. Ce document, c'est la restitution d'une call conférence entre des spécialistes, des épidémiologistes, qui forment du personnel hospitalier. Ce personnel hospitalier, principalement des infirmiers et des infirmières, devront soigner des malades du coronavirus. Donc, elle est destinée à un public de spécialistes, mais il nous a semblé important aux médias de la diffuser au plus grand nombre parce qu'elle remet en cause un certain nombre d'idées reçues et en tout cas elle montre la très grande tension et les incertitudes qui règnent autour de cette pandémie. Un des protagonistes de la conversation, le professeur Timsit, le chef de la réanimation à Bichat à Paris, résume assez bien la situation quand il dit que la situation est catastrophique, mais que lui n'est pas du tout catastrophiste. Voilà. J'espère que cette vidéo vous éclairera et vous aidera à comprendre un peu mieux, vous informera sans trop vous inquiéter quand même sur l'état des lieux et sur les moyens de combattre l'épidémie. Merci. Bon, bonjour, Jean-François Timsit, bienvenue sur ce webinaire SRLF sur le Covid-19. Je vais vous montrer en une petite dizaine de minutes quelques points épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques qui peuvent aider au quotidien. Et puis, je laisserai la parole on va discuter ensuite, et puis je laisserai la parole à Ferhat Mediani, puis on pourra discuter pas mal de temps à la fin. Donc voilà quelques points très rapides concernant le Covid-19 à l'heure actuelle, où vous en entendez beaucoup parler, donc on va peut-être pas forcément faire de l'épidémiologie très détaillée, parce que les journalistes en font toute la journée. Ce qu'on peut dire sur l'épidémie chinoise, c'est que manifestement, c'est une maladie qui est extrêmement différente en fonction de l'âge. Et vous voyez que les taux de mortalité tels qu'ils étaient mis sur l'épidémie de Wuhan, avec 44 000 cas, et tels qu'ils sont mis maintenant à droite, avec l'ensemble de l'épidémie chinoise, montrent une augmentation de la mortalité liée à l'âge qui est absolument considérable. Autant c'est une maladie extrêmement bénigne jusqu'à 30, 40 ans, autant à partir de 50, voire 60, 70, on a des taux de décès qui sont relativement élevés, aux alentours de 30%. Et donc un certain nombre de formes graves qui sont problématiques. Grosso modo, pour ce qui est des formes symptomatiques, on a 4 cas sur 5 qui vont être peu sévères, avec essentiellement un rhume, voire des signes respiratoires, mais relativement discrets, une toux relativement incoercible. Des formes sévères avec environ 20% des cas, 15% vont rester en salle avec un petit peu d'oxygène, 5% vont avoir besoin de soins intensifs, et on arrive à des chiffres globaux de mortalité qui sont aux alentours de 2-2,5% en globalité. Mais vous voyez que les populations âgées, ce qui probablement explique l'épidémie italienne, sont particulièrement à risque de décéder. Le R0 est très discuté dans la littérature. Manifestement, il est en moyenne aux alentours de R2 2,7. Le R0, ça veut dire le nombre de cas qui sont transmis par un malade à d'autres personnes. Pour bien entendu d'autres maladies infectieuses, il peut être beaucoup plus important. Celui-là, il est 2 fois plus élevé que celui de la grippe, environ 2-3 fois plus élevé que celui de la grippe environ. Il est assez stable. Manifestement, un certain nombre de malades sont des malades qui ont des charges virales très importantes et qui diffusent beaucoup. Et on a tous vu, ou on va voir, tous des clusters de familles. Et généralement, quand on voit arriver un membre de la famille, eh ben, on voit arriver 3, 4, 5 membres de la famille très rapidement à la suite. Donc probablement un certain nombre de gens qu'on appelle des super spreaders, ce qui est tout à fait discutable comme terme, qui diffusent le virus de façon assez rapide. Alors voilà, l'épidémiologie, vous l'avez tous à la télé en permanence, donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Vous connaissez l'épidémiologie française, grosso modo 1800 cas qui sont déclarés, probablement un tout petit retard des journalistes, mais qui n'est pas très important. Vous voyez que on suit la courbe épidémique, qui n'est pas une courbe épidémique très sympathique, qui est une courbe d'évolution exponentielle, qui est exactement la même que celle qu'on voit en Italie, qui est
vous voyez, dans d'autres pays, on n'est pas meilleur ou moins bon que d'autres. Vous voyez, par exemple, je vous ai mis la Suisse ici. Vous voyez qu'ils commencent à démarrer, ils ont démarré environ une semaine après nous, et ils démarrent en montant de façon importante. Ce qui est intéressant à voir, c'est la comparaison avec. Alors, je vais essayer de pousser ça pour que vous voyez bien. C'est la comparaison avec. Avec la Corée du Sud, où vous voyez qu'ils ont eu une stratégie qui était tout à fait différente de celle de l'ensemble des pays, c'est-à-dire c'était d'abord un cluster initial qui était une secte, où il y a eu 4 ou 5 000 personnes qui priaient l'un à côté de l'autre à 10 centimètres de distance en chantant pendant 2 heures. Et donc vous imaginez le nombre de contaminés, et ils ont en fait testé l'ensemble du cluster, suivi l'ensemble du cluster de façon très très politique pour essayer de voir un petit peu où ils en étaient. Et donc ils ont eu une épidémiologie assez particulière, avec une augmentation du nombre de cas, certes, mais une mortalité qui était relativement faible, probablement liée au fait que les malades étaient tous testés, et que les malades symptomatiques ou asymptomatiques étaient tous testés avec des symptômes très très faibles. Je vous ai mis la figure en bas à droite pour vous dire que la population, mon fils était en Corée du Sud il y a encore une semaine, je l'ai fait rapatrier, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Tout le monde est extrêmement vigilant et relativement paranoïaque autour du virus, et donc la population se balade en masque en permanence, et c'est pas du tout ce qui se voit dans les pays latins à l'heure actuelle, et probablement ça contribue au fait qu'ils aient stabilisé la courbe épidémiologique avec une pente qui est beaucoup moins forte à l'heure actuelle. Alors je ne sais pas dans quel sens elle va aller, mais elle a l'air de s'aplatir très fort et assez vite finalement, parce qu'ils ont grosso modo commencé à entendre parler de ça 3 semaines avant nous, à peu près. La courbe épidémique que vous connaissez en Chine, qu'on a tous vu, est assez particulière, parce que vous voyez le pic épidémique a été atteint fin janvier. Alors ils ont arrêté de prélever les malades, donc ils ont fait un diagnostic sur des signes radiologiques et des signes respiratoires. Probablement ça a dû un petit peu changer les chiffres, mais on voit bien un aplatissement de la courbe. Alors je ne sais pas si elle est effectivement en descente telle que ça apparaît dans leurs chiffres, ou si elle est plate et elle va durer un certain nombre de mois. On le saura un petit peu plus tard. La proportion de malades asymptomatiques est très difficile à estimer. Au début, elle était considérée comme étant de 4 cas sur 5. Dans la seule estimation dont on dispose sur une ambiance fermée, qui est celle du bateau Diamond Princess, le nombre d'asymptomatiques est de 34%. À pondérer quand même, parce qu'il y avait une population qui est relativement âgée dans ce bateau, donc on peut imaginer que la proportion de patients symptomatiques est plus importante que dans la population générale. Et à mon avis, on doit être probablement plus élevé que ça. La question qui se pose, c'est est-ce que ces malades sont colonisants et contaminants? Il y a eu beaucoup de fake news au début sur le fait qu'il y avait une contamination importante. Manifestement, les malades très asymptomatiques ont une propension à contaminer qui est relativement faible. Les malades paucisymptomatiques, par contre, peuvent être des gros excréteurs de virus. Voilà les datas d'hier soir sur les clusters français. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de clusters, en particulier ceux que vous connaissez, Haute-Savoie, Haut-Rhin, l'Oise, la région parisienne maintenant, le Morbihan. Puis on entend parler d'un certain nombre de clusters, et je vous ai mis à gauche les zones de défense avec les ESR de type 1, où il y a bien entendu dans toutes les zones de défense des établissements de santé qui sont dédiés à ce type de risque biologique et épidémiologique, et il y a un certain nombre d'établissements, en l'occurrence deux à Claude Bernard, à la Salpêtrière pour les adultes, un à Necker et un aux Armées à Bégin, à Paris, et puis Lille, dans Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes et Rouen pour le reste de la France. Voilà la carte d'hier soir mondiale. Bon, ça monte à toute vitesse, vous l'avez tous vu, cette carte va aller assez vite. Juste pour vous dire qu'on est tous en train d'avoir une augmentation considérable de cas sur les pays d'Europe et d'Europe de l'Ouest, avec à peu près les mêmes courbes dans chaque cas. Les US sont un tout petit peu en retard sur nous, mais sont en train de commencer à monter assez vite, avec une population relativement âgée, et là aussi des taux de mortalité qui sont relativement élevés. Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on peut imaginer que ça va diminuer et que les choses vont se calmer avec l'arrivée du printemps ou de l'été? C'est pas du tout sûr. Quand on regarde le MERS Corona, par exemple, manifestement après avoir eu une épidémiologie qui était complètement
plate, sans saisonnalité. Le virus a évolué vers une saisonnalité vers l'été. Et il y a plutôt plus de cas si c'est l'été, s'il y a du soleil et s'il y a de l'humidité. Donc à voir dans l'avenir, mais on peut pas dire on va sortir, on va voir les beaux jours, c'est comme une grippe, ça va s'arrêter, ça on n'en sait rien du tout. Voilà ce qu'on imagine d'une courbe épidémiologique. Alors au début, on essaye de freiner l'entrée du virus dans un territoire. On a tous vu les gouvernements faire ça l'un après l'autre. Ensuite, on essaye de freiner la propagation. Et ensuite, on est en pleine période épidémique. À mon avis, on est entre la phase 2 et la phase 3. Donc, on démarre à peine la phase 3. Et donc, on s'attend à une catastrophe sanitaire. Et donc, à avoir un boulot absolument délirant, beaucoup de morts, beaucoup de pleurs et de larmes, et ça va être très très compliqué, sans faire de catastrophisme particulier, je pense. Donc le propre de ce début de phase 3, et pour nous, ce qui est très important en tant que professionnels de santé, c'est que généralement on n'arrive pas à contraindre l'épidémie, elle va avoir lieu, mais ce qu'on sait faire, ou ce qu'on peut faire, en améliorant la prévention, c'est étaler la période épidémique et de ne pas avoir des pics très élevés, mais par contre des durées d'épidémie qui peuvent être relativement plus longues et donc plus étalées, donc plus supportables pour un système de santé. On s'attend de toute façon à au moins 4 ou 5 mois de pic épidémique et on est à peine au tout début de l'histoire, à mon avis, et à la vie de tout le monde d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le virus très vite? Alors, il y a des choses toutes simples qu'il faut retenir, c'est que l'incubation, c'est entre 2 et 14 jours. Alors, vous avez ce schéma qu'a fait Xavier Lescure, qui est assez simple, qui se retient assez vite. 14 jours de délai d'incubation maximum, 14 jours de durée de contagiosité. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour savoir ce que vous allez faire des malades, ce qu'on va pouvoir faire si on veut pour l'éviction des patients. Alors, probablement les nôtres ont l'air d'excréter plus longtemps et je vous montrerai un peu les chiffres. La durée d'infectiosité sur une paillasse du virus est de quelques minutes à 4 heures. Et donc, si le virus est dans l'environnement, il reste vivant pendant environ 4 heures. C'est aussi la durée d'efficacité des masques FFP2. Et donc, avec ces 14 et 4 jours, vous avez grosso modo tout ce qu'il faut savoir sur la prophylaxie et la limitation de la contagiosité. Alors, ce que je vous ai pas dit, mais ce que vous avez certainement entendu, c'est que c'est très probablement une maladie qui se transmet essentiellement par les gouttelettes. Il y a des gouttelettes qui peuvent contenir du virus qui sont parfois très très petites, jusqu'à 0,18 microns, pour lesquelles il faut donc des masques plutôt particuliers de type FFP2, qui sont suffisants, et c'est pas la peine d'aller jusqu'au FFP3, ça ne sert à rien. Le masque chirurgical, par contre, protège pour l'essentiel de la contamination, et on considère que le masque chirurgical sur un malade, en particulier, qui lui a au départ des gouttelettes qui sont relativement importantes, va protéger à 99,9, en tout cas va diminuer considérablement le passage des virus dans l'environnement. Donc une des possibilités est de masquer les malades pour essayer de diminuer la contamination au départ, mais on va reparler. Alors les caractéristiques des malades, les voilà grosso modo sur l'épidémie chinoise. Vous voyez que grosso modo 20% des malades vont passer en réa, c'est plutôt les malades sévères, plutôt des hommes. Ils sont plutôt âgés, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Sur celle de la contamination du personnel, vous voyez que la contamination du personnel, c'est très embêtant. Et il y a beaucoup de personnel qui sont contaminés, et donc beaucoup de personnel qui vont à la maison pendant 15 jours, ce qui est un gros problème. Par contre, la gravité est plutôt moins importante chez les patients, chez le personnel, où il y a relativement peu de cas graves, vous voyez, dans la série. Tout ça probablement lié à l'âge, plus qu'à autre chose. Bien entendu, les comorbides sont très importants et on voit de plus en plus de patients relativement obèses ou en grand surpoids. Et je pense que c'est un autre facteur de risque qui n'est pas très bien décrit dans l'épidémie chinoise, parce qu'ils sont probablement pas très obèses, mais qu'on voit apparaître en Europe, qui est tout à fait important. Alors les signes d'appel, ils sont très simples, c'est un gros rhume avec de la fièvre. Vous voyez qu'il y a quand même quelques signes digestifs. Parfois des diarrhées, des vomissements, et puis rien d'extra. Il y a un petit peu de douleur abdominale. Donc il ne faut pas se faire piéger par certains malades qui ont quand même quelques douleurs abdominales, qui sont partis sur une exploration digestive, et chez qui on s'aperçoit en regardant bien la radio qu'ils ont un syndrome interstitiel. Donc faites attention, c'est ces malades-là qui, dans certains cas, ont contaminé les urgences. Donc un des leitmotifs pour moi, c'est de ne plus jamais aller voir un malade qui est aux urgences, dans l'hôpital, pour n'importe quelle forme sévère que ce soit, en tout cas pour nous, mais c'est probablement vrai aussi pour tous les urgentistes, sans masque de type chirurgical. Déjà au moins, on se protège à plus de 99%.
c'est déjà pas mal. Je vais commencer moi par des petites questions. Est-ce que vous avez observé des co-infections virales? C'est-à-dire qu'est-ce que si on a diagnostiqué une grippe chez un patient, on peut être certain que le patient n'a pas de coronavirus? Ou est-ce qu'il reste encore un point d'interrogation et il faut éliminer avec le prélèvement la PCR? Oui, c'est une question qui est importante. Au début, on croyait que l'un empêchait l'autre. En fait, dans le cluster rhône-alpin, il y a eu beaucoup de malades avec H1N1 et coronavirus. Nous, on a eu 2 malades au moins avec Mycoplasma pneumoniae. On a très souvent une co-infection, donc vous pouvez pas du tout éliminer le diagnostic avec un diagnostic d'infection virale surajouté. Par rapport à une grippe grave, j'ai plutôt l'impression que les surinfections bactériennes initiales sont moins fréquentes. Nous, sur nos 20 malades maintenant, on a eu 2 cas immédiats, un hémophilus et un staph doré de contamination initiale, mais relativement modeste. Donc généralement on démarre comme une pneumonie communautaire habituelle de type Claforan-Rova, avec un film arrêt et les cultures sont généralement négatives. On a eu assez peu de malades avec des co-infections par rapport aux grippes graves où on a quand même plus que 50% de malades qui sont co-infectés initialement. Donc pour bactéries en tout cas, les co-infections bactériennes ne sont pas très fréquentes. Encore une fois, méfiez-vous de Aspergillus fumigatus. Le premier malade a eu Aspergillus à 4 jours, hein, donc et d'autres germes nosocomiaux qui sont arrivés ensuite, qui venaient, enfin nosocomiaux ou communautaires d'ailleurs, qui ont posé un certain nombre de problèmes. Donc un des faits importants, c'est de bien garder en tête que si le malade a une montée de noradrénaline au-delà de ce qu'on voit dans la sédation profonde, ils sont très souvent surinfectés et ça survient au bout de quelques jours, hein, ça va assez vite. Okay. Voilà pour la réponse. Merci. On a une première question d'un participant qui vous demande quelles sont les précautions pour les soignants en dehors des chambres des patients en particulier. Est-ce qu'ils portent un masque en permanence dans le service? Alors chez nous, c'est le cas. Ils sont tous en masque chirurgical, en sachant que comme ils portent un FFP2 dans les chambres, ils ne changent pas quand ils sortent. Donc on se balade assez souvent dans les nuitées, ceux qui sont en charge des patients en masque FFP2. Et puis on a invité tous les personnels qui viennent et les techniciens qui peuvent venir dans le service à mettre un masque chirurgical. Alors pour donner quelques éléments supplémentaires, effectivement, nous, on met des masques chirurgicaux pour aller voir l'ensemble des malades. On commence à mettre des masques chirurgicaux pour faire le staff, de façon à essayer de limiter la contamination croisée entre soignants. Et bien entendu des masques chirurgicaux pour aller voir l'ensemble des malades dans l'hôpital, dans les couloirs, masques chirurgicaux. Pour ce qui est des masques FFP2, il faut savoir qu'effectivement, bon, d'une part, ça coûte très cher et en pratique, c'est très compliqué de les changer toutes les 5 minutes. Mais il faut savoir que c'est des vrais filtres à particules et que très probablement, on le sait d'ailleurs, hein, pour les particules virales, il y a dans le filtre qui va se former au fur et à mesure une quantité de virus qui est loin d'être négligeable. Donc c'est compliqué de savoir s'il faut garder les FFP2 entre les différents malades. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on fait les tours, que les infirmières font 10 malades de suite, elles gardent leur FFP2, mais ensuite on leur recommande de l'enlever. Il y a d'autres qui mettent le masque FFP2 et un masque chirurgical par-dessus. Je suis pas sûr qu'on diminue pas l'efficacité du FFP2 en faisant ça. Donc chacun a sa façon de faire les choses. Il n'y a pas de recommandation très claire à l'heure actuelle. Le problème, c'est que on va faire face très probablement. Vous savez que les stocks de masques sont maintenant régulés par le gouvernement, hein, donc plus ils ont pris la main sur l'ensemble des stocks de masques et l'ensemble de la production des masques en France. On s'attend à une crise sanitaire absolument majeure et à être tous dans le rouge dans 2 semaines. Donc c'est pas quelque chose qui va nous épargner et qui va vous épargner. C'est très probablement. Alors, moi je discutais avec les Italiens hier et en fait au fur et à mesure des jours, vous n'arrivez plus à vous dire ah ce malade-là a un coronavirus. Vous allez arriver à vous dire ah ce malade-là ne l'a pas. Donc en fait c'est tout l'hôpital qui est coronavirus plus, c'est pas un malade. Donc les stratégies de fonctionnement du service doivent changer. Les stratégies de géographie et de positionnement des malades doivent changer. À mon avis, il est assez logique de
c'est-à-dire des unités géographiques coronavirus et des unités non coronavirus, et de faire bouger les docteurs, plutôt que de garder des morceaux de coronavirus dans chaque service. Ça me paraît plus intelligent et plus logique. Mais par contre, on a effectivement déjà commencé à bien sûr, comme Ferrat, doubler les gardes, impliquer nos collègues anesthésistes réanimateurs. On arrête de jouer là. On n'est pas du tout dans une stratégie où on peut, je pense qu'on rentre dans une médecine de catastrophe là, donc on est très clair. Je suis pas catastrophiste. Hein. Là, il y a eu déjà cellule de crise hier soir. On a arrêté toute la programmation de l'ensemble des malades. On a complètement transformé la salle de réveil en salle de réanimation. Moi, j'ai étendu mon service de 20 à 26 cette nuit, 32 possibles, puis 38. L'ensemble de la réachir a basculé sur une salle de réveil qui a été complètement condamnée, et la SSPI se fait des blocs opératoires en limitant, on a complètement annulé l'ensemble du programme programmé, sauf la chirurgie oncologique et la chirurgie cardiaque de pontage. C'est tout ce qui reste. Et ça va nous tomber dessus l'un derrière l'autre, tous. Donc la dernière chose que je voulais rajouter, c'est que la communication avec les équipes de soins est très importante. La participation de l'équipe d'hygiène est fondamentale. Il faut que vous ayez des bonnes relations avec eux. Avec le service de maladies infectieuses est fondamentale, et très vite avec vos collègues. Au début, ils se sentent complètement exclus du problème. Ils se disent ouais, ils nous emmerdent avec leurs trucs. Et ça va pas durer, et il va falloir communiquer avec eux, leur apprendre ce que c'est cette maladie. Ils vont devoir mettre la main à la pâte. Ils vont pas rester à l'extérieur. Je crois franchement qu'on fait un catastrophisme. Une première question sur le moment où on peut lever l'isolement, et puis une question en lien, est-ce qu'on peut se réinfecter au coronavirus? Pour lever d'isolement, plus les malades sont graves et plus ils excrètent. Donc probablement au moins 14 jours, et ce qui était recommandé pour l'instant, c'était 14 jours de RT-PCR négatif. Ça c'est la première, c'est relativement, 2 PCR à 7 jours d'intervalle. Ça fait pas tout à fait 14 jours de PCR négatif. Donc c'est assez long. On ne sait pas encore si ces virus sont vivants ou morts. Donc on va apprendre ça dans quelques jours, je pense. La deuxième question, c'était ? Est-ce qu'on peut se réinfecter? Alors oui, il semblerait qu'en Chine, il y a eu un certain nombre de cas de réinfection. Alors, on ne sait pas s'ils sont partis trop tôt et qu'ils sont finalement eu une récurrence, mais toujours est-il que les virus qui ont été isolés étaient génétiquement un peu différents. Il n'est pas du tout sûr qu'on ait une protection complète. C'est peut-être un peu comme la grippe. On est complètement naïf au début. On a une protection partielle et probablement une réinfection possible l'année d'après, donc ça doit marcher à peu près pareil. Mais oui, réinfection possible. On a pas mal de questions toujours sur les précautions contact et hygiène. On a des questions, est-ce qu'il faut utiliser une tenue à usage unique, donc jetable? Est-ce qu'il faut porter des gants? Non seulement il faut que ça soit à usage unique, mais il faut qu'elle soit imperméable, notamment quand on prend en charge et quand on est au contact du patient. Quand on rentre dans la chambre et qu'on fait d'autres soins, qu'on peut faire une infirmière pour préparer un pousse-seringue ou des choses, on n'a pas forcément besoin de ce matériel-là, mais on a besoin de surblouses qui soient imperméables. Et les gants, c'est impératif. Et le déshabillage dans la chambre et la sortie de la chambre est très important parce que les procédures veulent qu'on essaie d'éviter de toucher avec des objets souillés les planches pour rentrer et sortir de la chambre. On voit, vous nous avez présenté les données chinoises, on a parfois l'impression qu'il y a un petit peu décalage entre ce que vous présentez, vous, dans vos réanimations et les données chinoises. Est-ce que vous, c'est une impression que vous partagez? Est-ce que vous avez plus d'informations sur les données italiennes? Est-ce que on peut comparer les données chinoises, italiennes, françaises? Je pense qu'on va, les Italiens ont ricané, les Chinois au début ont ricané un peu, on se disait mais ils n'ont pas très bien fait. En fait, ils ont fait très paramilitaire. Mais pas si mal. Les Italiens, ils ont une mortalité importante. Ils étaient complètement dépassés par les événements au début, avec beaucoup de contamination du personnel et probablement une contamination nosocomiale qui était loin d'être négligeable. Et ils ont une mortalité élevée parce que les malades sont plus vieux qu'en Chine. Et avec une casse assez effroyable. Ce qu'on voit, c'est que c'est des ARDS qui sont assez longs. Hein. C'est des malades qui sont, comme on a pris, comme Ferrat, des malades entre 30 et 70 ans. C'est des malades qui sont des malades qu'on va garder très longtemps. Pour l'instant, on n'a extubé personne.
pour l'instant, les morts n'ont été que des limitations thérapeutiques sur des vieilles personnes qu'on a décidé de ne pas ventiler invasivement. Donc on est parti pour des semaines et c'est très très embolisant. Donc il y a et malheureusement, ce qu'on voit, c'est que les formes sur lesquelles on aurait de l'oxygène et on se dit bah ouais ça va passer, on va les sortir, bah nous au bout de 3 jours ils s'aggravent et on les ventile. Et ils terminent tous intubés, ventilés avec 14 de PEP et en DV. Hein. Donc c'est un vrai problème. Et vous avez pour l'instant des patients qui ont présenté un SDRA et qui ont été extubés et qui sont guéris. On a eu Un seul à pour Strasbourg. l'instant aucun malade intubé qui a été extubé et guéri. Le malade que je vous ai montré tout à l'heure est un malade qui est allé jusqu'à un optiflow important. Il a 30 balais, il est très monodéfaillant et il est passé à travers. Mais les autres malades, pour l'instant, on a eu une autre malade chinois qui est mort et puis 2 fins de vie, enfin des gens de plus de 80 ans qu'on a décidé de pas ventiler qui sont décédés. Nous, on a constaté une évolution favorable, je dirais pas guérissant, une jeune patiente qu'on a extubée et qui est partie dans le service de maladies infectieuses. Encore une fois, pour aucun des malades, on a envie d'arrêter. C'est comme des grippes graves qu'on sort. Je pense qu'il faut juste de la patience. Mais la question, c'est comment on fait pour, avec de la patience, arriver à gérer une crise comme ça. Hein. Il faut bien que vous imaginiez que on a un téléphone REP, bien sûr, qui sonne toutes les 10 minutes, à la fois pour donner des conseils aux copains et aux médecins traitants et à tous les anglais, aux familles et à prendre des malades, et qu'on sature le système à une vitesse extraordinaire. Donc on va tous être touchés très très vite, il n'y a pas de problème. La question est de savoir s'il faut regrouper les cas dans certains centres de référence et éventuellement faire des petites unités partout qui sont capables de gérer 2 à 5 malades sans désorganiser l'hôpital. En tout cas, je parle que des soins critiques, bien sûr. Ou il faut en mettre partout. Et peut-être qu'on va arriver à faire ça de toute façon. Il n'y aura pas de possibilité de faire autrement. Mais c'est la question actuelle qui se pose très nettement. Je pense que pour l'instant, il faut profiter de notre expérience, venir nous voir, venir voir comment on bosse, passer quelques heures avec nous, voir comment est le circuit, pour que vous prépariez le mieux possible à prendre en charge ces malades et puis par imbibition comme ça, arriver à avancer. Qu'est-ce que vous faites s'il y a un personnel qui arrive le matin avec des symptômes respiratoires? S'il a des symptômes respiratoires et qu'il est contact et qu'il a de la fièvre et des signes respiratoires, donc une température, on l'envoie au REP pour se faire prélever. Donc c'est des malades qu'on prélevait. Et ils sont en éviction tant qu'on n'a pas le résultat. On fait à l'heure actuelle 4 runs par jour, ce qui prend 5 heures par run. Et donc on a grosso modo 200 tests disponibles à Bichard. Il y a des tests rapides qui se mettent en place. Il y a une machine qui est en cours de test et qui fonctionne bien, qui est un point of care, qui marche en 1h15. Mais pour l'instant, c'est malade par malade, donc qui est assez long. Il faut mettre plein de machines et qui pourrait être très probablement, très rapidement utilisé un peu partout. Mais bien sûr, éviction tant que vous n'avez pas le résultat. Et si négatif, on les reprend. On prélève pas les malades asymptomatiques ni les personnels asymptomatiques. Grosso modo, pour le personnel, faut être assez rassurant, quoi. Je veux dire, c'est un rhume, quoi. Hein. Honnêtement, ils sont pas bien malades quand ils ont 30 ans. Donc, c'est pas du tout un souci. C'est juste qu'on veut pas contaminer tout le monde. Il y a plein de contaminations nosocomiales dans tous les hôpitaux, tous les malades qu'on prend qui sont en salle alors qu'ils n'avaient pas été dépistés. Vous regardez le voisin de chambre, il est sûr qu'il est Corona plus. Quand vous allez voir un malade sans masque, vous allez dépister le personnel, vous avez une chance sur 3 ou 4 d'avoir un personnel qui a été plombé aussi. Donc c'est quelque chose d'assez contagieux quand même, mais pas forcément sévère. Quand un personnel est positif et symptomatique, à Strasbourg, il rentre et il revient pas pendant 14 jours. Ok. Très bien, peut-être juste une dernière question avant de conclure. On entend pas mal dans la presse, notamment la presse généraliste, de la part de médecins, souvent d'infectiologues, que c'est une maladie bénigne. Comment on peut réagir à ça et comment on peut expliquer ce genre de... Alors évidemment, il y a la question de la prévalence des maladies, des infections graves, mais en vous écoutant, on a du mal à dire que c'est une maladie bénigne.
Je pense qu'il y a 80% de formes asymptomatiques ou post-symptomatiques, 15% qu'on va pas voir, qui vont avoir un peu d'oxygène et qui vont partir tout de suite, donc il en reste plus que 5%. Donc nous, on va pas voir plus que 4 ou 5%, donc effectivement, c'est une maladie bénigne. Les petits, ça c'est important à noter pour les infirmières qui sont souvent un peu inquiètes de ça. Les petits, c'est vraiment de la maladie infantile qui fait pas grand-chose, quoi. Il y a eu quasiment aucun mort dans le monde qui soit des petits. Et donc ça c'est vraiment important. Les réa pédiatriques vont pas être impactés, donc pourront peut-être nous donner un coup de main aussi. Donc voilà.